Je suis en compagnie de Nicolas Volikoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur, CEO de Cure 51. C'est une société française dans le secteur de la biotech qui s'appuie notamment sur l'expertise de 4 centres d'oncologie. Vous êtes donc spécialisé dans la lutte contre le cancer. Pour cela, vous avez mis en place un système de partage de données. Voilà, ce qui crée une collaboration publique-privée qui, je crois, est vraiment le socle de votre projet. Déjà, expliquez-nous comment fonctionne ce système de partage de données. Ce qu'il a de particulier, comment vous avez pu créer la confiance avec ces centres hospitaliers aussi. Merci de me recevoir. Le système de partage de données, en fait, il est très collaboratif puisque nous, on s'intéresse à une population très spécifique. Ce sont les survivants exceptionnels du cancer. Donc, c'est les patients qui sont diagnostiqués en phase terminale de cancer très agressif, pour lesquels les chances de survie sont infimes. On parle de moins de 2% des patients qui survivent. Et contre toute attente, ils vont déjouer les pronostics et survivre. On les appelle les miraculés du cancer. Et donc, pour identifier ces patients, on est obligé de s'associer à des hôpitaux, en effet, puisqu'ils sont très rares. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les hôpitaux nous aident à identifier ces patients. Et avec la collaboration de ces hôpitaux, on va rapatrier toutes leurs données. Donc, leurs données cliniques, leur imagerie, leur biologie, et surtout les tumeurs et les tissus. Aujourd'hui, on rapatrie des tissus et des tumeurs de plus de 42 pays dans le monde. Donc, c'est un projet qui n'est pas uniquement français, qui est très international. Et en effet, la confiance qu'on a réussi à instituer avec les hôpitaux fait que on va prendre leurs données, on va les analyser. Donc, on va faire ce qu'on appelle du séquençage moléculaire. On va analyser toutes les couches génomiques des tissus des patients qui nous font parvenir et on va leur restituer les résultats. Et ensuite, on va engager une collaboration scientifique entre eux et nous, donc leurs experts et les nôtres, pour essayer de trouver la cause de survie de ces patients et demain développer des nouveaux médicaments qui sont basés sur cette biologie exceptionnelle des survivants. Alors, j'ai vu que votre vision d'ici à 10 ans, c'est de rendre tous les patients survivants. C'est possible ça ou c'est vraiment la punchline Ouais, c'est un peu les deux. Non, de votre deck? Je pense qu'il y a quelque chose qui est très spécifique et qu'on est les premiers à faire, en tout cas à une telle échelle. C'est que plutôt que de s'intéresser aux patients qui décèdent, on s'intéresse à ceux qui survivent. Donc on sait que ces patients ont survécu. Comme on dit dans le jargon, il y a un outcome. Voilà, c'est pas juste de l'incantation. On sait qu'ils ont survécu. Oui. Notre métier, nous, c'est de comprendre pourquoi. Ça, c'est le premier challenge. Et ensuite, et c'est là que ça devient encore plus compliqué, c'est une fois qu'on a isolé ces mécanismes de survie, c'est comment on fait pour les transformer en médicaments. Mais 10 ans, 15 ans, en tout cas... Mais vous commencez à voir déjà aujourd'hui, parce que pour dire 10 ans, ça semble court finalement comme échéance. Oui, c'est court. Vous commencez à voir, à reconnaître des patterns C'est un tout petit peu tôt. En fait, on a commencé la collecte de ces fameuses données. On a commencé au mois de juin 2024, donc il y a un peu moins d'un an. Aujourd'hui, on a collecté un peu plus de 450 échantillons, donc 450 tumeurs, 450 patients dont on a récolté les données. Donc c'est encore un petit peu tôt. La cohorte, l'indication, la maladie sur laquelle on est le plus avancé, c'est le pancréas, qui est une des maladies qu'on étudie. Donc on a en effet commencé à isoler ce qu'on appelle des signatures et des targets, des cibles thérapeutiques, mais c'est encore beaucoup trop tôt. Il faut qu'on aille plus loin dans l'analyse et qu'on ait plus de patients. Mais c'est encourageant parce qu'on trouve des choses. Et paradoxalement, on va peut-être en trouver un peu trop. Après, le challenge, c'est justement de trier tout ça, d'isoler les signatures et les cibles les plus pertinentes et les plus robustes. J'imagine qu'il y a aussi des paramètres aujourd'hui insoupçonnés. On n'a pas forcément tout mesuré chez ces patients. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer, collecter de la donnée qu'on n'a pas forcément collectée au départ? C'est une très bonne question. Vous les suivez, les patients, après? Alors, juste pour expliquer pour vos téléspectateurs, l'étude, elle est rétrospective puisqu'on s'intéresse à des gens qui ont survécu. Donc, un des critères pour être décrété survivant, c'est une survie à plus de 5 ans après le diagnostic en phase terminale. D'accord. Donc, par définition, pour répondre à votre question, les données qu'on va collecter, c'est des données qui ont 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, y compris les données cliniques. En revanche, les médecins se souviennent tous de ces cas-là, parce que quand ils ont un cas exceptionnel comme ça d'un patient qui survit, contre toute attente, un, ça les a marqués, et deux, généralement, les données sont quand même bien conservées, bien archivées. Donc on arrive assez facilement à récupérer les données cliniques, tout le dossier médical du patient. En revanche, les échantillons, comme certains ont 10 ans, 15 ans, parfois même 20 ans, ils ne sont pas toujours dans un état de conservation idéal. Donc on a un peu d'attrition, on a un peu de perte. On se rend compte parfois que quand on réceptionne des échantillons, malheureusement, ils sont un peu endommagés, mais ça reste une minorité. La grande majorité des échantillons, on a suffisamment de tissus pour les analyser. Mais vous vous arrêtez donc à ce moment-là, 5 ans en arrière, vous ne continuez pas à collecter de la donnée après la survie? Non, c'est une étude rétrospective et c'est une étude non interventionnelle, c'est-à-dire que voilà, on ne collecte pas de la donnée actuelle. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comprendre pourquoi ils ont survécu. Alors, j'ai cité 4 centres d'oncologie. D'ailleurs, je les ai pas cités, mais je vais le faire. L'Institut Gustave Roussy, le centre Léon Bérard, il y a aussi l'hôpital universitaire de la Charité en Allemagne, l'Institut d'oncologie de Val d'Hebron en Espagne. Et puis là, vous avez annoncé la collaboration, même
même une collaboration très étroite avec la PHP. Qu'est-ce qui va se passer ? La PHP, à l'image de d'autres hôpitaux avec qui on travaille, va mettre à disposition les échantillons et les données de survivants du cancer du pancréas. Donc on commence par cette indication. Plus de 50 cas de survivants exceptionnels du cancer du pancréas ont été recensés à la PHP. Et donc on va faire avec eux ce qu'on fait avec d'autres hôpitaux. On va rapatrier toutes les données, les analyser, leur restituer les résultats de nos analyses et entamer ensemble une démarche de collaboration scientifique. Et là aussi, vous fixez une échéance ? Non. Encore une fois, il n'y a pas la PHP, puis Charité à Berlin, puis VHIO à Barcelone. On agrège tout ça. Tout ça travaille. Mais ce qu'on essaie de faire en revanche, c'est de collecter rapidement la donnée. C'est-à-dire que quand on conclut un partenariat avec un hôpital, on essaye d'aller vite avec eux sur le rapatriement et la collecte des données. Merci beaucoup Nicolas Volikoff pour ces perspectives que vous nous offrez et puis pour le travail que vous fournissez avec ces centres hospitaliers. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Cure 51. Nous on enchaîne avec un débat sur les cryptos. On va voir quelles sont les techniques des pirates et puis comment se protéger.